Il y a un moment vraiment très précis et honnêtement super frustrant quand on apprend une langue. C'est ce fameux plateau intermédiaire. Ah oui, le grand classique. Le niveau B2, en gros. C'est ça, on connaît la grammaire sur le bout des doigts, on sait conjuguer, on lit la presse, et pourtant, face à un natif dans un café, la mécanique s'enraye. On devient une sorte de robot, quoi. Exactement. Une phrase grammaticalement parfaite, mais qui sonne complètement faux. Ça manque de cette petite étincelle de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on explore un document incroyable intitulé Expressions françaises, point 6, 60 expressions indispensables pour parler naturellement. Bon, décortiquons tout ça. La promesse de cette source, c'est que maîtriser ces expressions permet enfin de comprendre les films et d'arrêter de traduire dans sa tête. Et c'est une promesse très forte. Parce que, en fait, ces expressions idiomatiques, c'est pas juste du vocabulaire en plus à stocker. C'est l'essence même de l'authenticité d'une langue. Ouais, la vraie vie de la langue, quoi. Tout à fait. L'auteur nous explique que c'est la ligne de démarcation entre la maîtrise mécanique d'un code et l'appropriation d'une culture. On va d'ailleurs explorer ça à travers les 4 grands contextes d'utilisation fournis par le guide, avant de voir une méthode infaillible pour les mémoriser. Super programme. Et pour comprendre comment penser en français, la source est claire, il faut commencer par la base absolue, les situations de tous les jours. Celles où ces expressions sont juste omniprésentes. Et là, on plonge directement dans une imagerie hyper physique. Le français du quotidien est obsédé par le corps humain et la nourriture. Ah mais totalement, je veux dire, tomber dans les pommes pour s'évanouir, c'est tellement visuel. Ou avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est ça. Ces concepts abstraits devaient s'ancrer dans une réalité tangible, agricole parfois, pour être partagés par tous. Et parfois, l'image est carrément absurde. Par exemple, pour la paresse, la source cite « avoir un poil dans la main ». Oui, c'est une image fantastique. Mais si on s'arrête 2 secondes dessus, c'est fou. Imagine quelqu'un qui utilise si peu ses mains qu'un poil a eu le temps d'y pousser. C'est quand même d'une ironie mordante. Et à l'inverse, on a avoir le cœur sur la main pour la générosité. Ce qui, au premier degré, est un film d'horreur chirurgicale. S'arracher le cœur pour le montrer, Burke. C'est vrai, mais le cerveau d'un francophone ne voit plus du tout la scène sanglante, ni le poil géant d'ailleurs. Heureusement. L'image s'est effacée au profit du sens global. C'est le principe de la lexicalisation. Mais, et c'est là le piège, la force de frappe de l'expression reste. D'où ma grande question en lisant ces expressions de tous les jours. Celles pour décrire la routine, genre métro, boulot, dodo, c'est la galère, ou les trucs sociaux comme poser un lapin ou casser les pieds. Des grands classiques. Ouais, mais est-ce que ces expressions risquent pas de sonner faux si elles sont utilisées par un apprenant au lieu d'un natif? Genre un accent hésitant qui lâche un ça roule hyper décontracté. Ça fait un peu forcé, non? Ce qui est fascinant ici, c'est que la dissonance ne vient pas du mot lui-même. Elle vient du décalage phonologique. La prononciation. Exactement. La source insiste lourdement là-dessus. Un idiotisme porte sa propre musique, sa prosodie. Si tu articules chaque syllabe de « ça roule » avec la tension d'un verbe irrégulier, ça crée un malaise. Il faut un relâchement total. Donc il faut les répéter à voix haute, comme le conseille le guide. Oui, et accepter de lâcher le sens littéral. Prenons « tenir la route » pour dire qu'un argument est logique. Il faut déconnecter les mots « tenir » et « route » de l'univers de la voiture pour embrasser la logique de la langue. Et en parlant de logique et d'arguments qui tiennent la route, ça nous amène au deuxième contexte. Une fois qu'on gère le quotidien, on évolue vers les débats. C'est le vrai cap du niveau B2, nuancer et défendre son opinion. Là, on quitte la boulangerie et les lapins posés. Le registre change complètement. En quelque sorte, c'est discutable. On entre dans l'art de la rhétorique française. Bon, je vais faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y. Pourquoi s'encombrer de formules longues comme tout bien considéré ou autant que je sache? D'un point de vue pratique, un simple je pense transmet la même info, non? Pourquoi on se complique la vie? Cela soulève une question importante sur la diplomatie intellectuelle francophone. Si la communication c'était juste un transfert de données, oui, je pense suffirait. Bah oui, ça serait plus simple. Mais le langage est un lubrifiant social, surtout en français. Ces locutions servent d'amortisseur dans le débat. D'amortisseur? C'est-à-dire, dire tout bien considéré avant de contredire quelqu'un, c'est envoyer un signal. Ça veut dire, j'ai écouté des arguments, je les ai pesés, et voici ma synthèse. Ça structure la pensée. Ah, je vois. Ça évite de paraître pro-brusque. C'est pareil pour les précautions oratoires comme sans vouloir te vexer ou en toute honnêteté. On prépare le terrain avant de lâcher une bombe, quoi. Tout à fait. C'est l'art de dire à l'autre qu'il a tort tout en lui laissant sauver la fesse. C'est essentiel pour naviguer dans les interactions sans froisser personne. C'est fou comme c'est subtil. Mais alors, la diplomatie, ça a ses limites.
Surtout quand on aborde le troisième contexte du document, les montagnes russes émotionnelles. Les ressentis bruts. Là, l'intellect ne sert plus à grand-chose. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le document liste des erreurs fatales et le piège numéro 1, c'est la traduction littérale, surtout pour les émotions extrêmes. Oh, c'est la catastrophe assurée. Mais carrément. Pour la tristesse, le guide donne avoir le cafard ou avoir le moral dans les chaussettes. Si tu traduis ça mot à mot à un anglophone, il va croire que tu as des insectes chez toi ou qu'il y a un souci avec tes sous-vêtements sur le sol. Il va s'inquiéter pour ton hygiène, oui. Et pour le bonheur, c'est être aux anges ou être sur un petit nuage. Sans parler de avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Ou pour le stress, être vert de rage, être à bout de nerfs, avoir la boule au ventre. C'est là qu'on voit que les émotions court-circuitent la rationalité. Il faut vraiment apprendre ces expressions comme des blocs complets, des entités indivisibles. Des blocs humains. Oui. Le cerveau d'un natif ne décompose plus les mots. Quand tu entends « avoir la chair de poule », tu ressens presque le frisson physiquement. L'apprenant doit s'entraîner à reconnaître et utiliser ces blocs d'un seul coup sans chercher à comprendre le mécanisme. C'est hyper logique vu comme ça. Mais attention, le document soulève une autre erreur majeure. Utiliser le mauvais contexte. Si tu sors une de ces émotions viscérales au bureau, c'est le drame. Ah bah, dire « c'est la galère, j'ai le cafard » en pleine réunion de direction, c'est pas recommandé. Pas du tout. Ce qui nous amène à notre quatrième point, le costume-cravate linguistique. Le contexte formel et professionnel. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, maîtriser une langue, c'est surtout faire preuve d'intelligence sociale. Changer de registre pour s'adapter au monde de l'entreprise, c'est la preuve ultime d'aisance. Et le vocabulaire devient d'un coup hyper clinique. Fini les poils dans la main, là c'est la gestion du temps et des attentes, dans les meilleurs délais, en attendant, ou le redoutable « je reviens vers vous ». Le « je reviens vers vous » est un chef-d'œuvre de l'entreprise. Ça inverse la dynamique de pouvoir tout en douceur. Et pour la formalité pure, la source mentionne « je vous saurai gré » ou des trucs comme « suita » et « faire suita ». Oui, des formules très protocolaires. Il y a aussi des outils redoutables pour des emails concis, genre pour faire court ou à titre indicatif, et pour l'action couplée à la prudence, mettre en œuvre dans la mesure du possible ou sous réserve de. Ce qui est génial avec sous réserve 2, c'est que ça te donne une porte de sortie au cas où tout s'effondre. Le bouclier professionnel parfait. Bon, on a vu le quotidien, le débat, les émotions, le bureau. Ça fait 60 expressions. C'est super, mais concrètement, comment on évite l'explosion du cerveau? L'accumulation d'infos, c'est le meilleur moyen de tout oublier. La charge cognitive, c'est l'ennemi numéro 1. Voilà. Comment on transforme cette longue liste en compétences pratiques? C'est notre dernier gros segment, le plan d'attaque. De la source, elle propose une méthode en 5 étapes très claires. Une approche très pragmatique. La première étape est la sélection personnelle. Seulement 10 expressions par semaine, c'est ça? C'est ça, pour éviter la charge mentale. Ensuite, étape 2, la création de phrases liées à sa propre vie. L'ancrage personnel est essentiel. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'étape 3? C'est l'utilisation dans les 48 heures. Je trouve ce déclic psychologique génial pour forcer le passage à l'action. Oui, il faut vaincre l'inertie. Si tu ne l'utilises pas dans un contexte réel, un email, un message, le cerveau l'efface. C'est la fameuse courbe de l'oubli. D'où l'étape 4, la répétition espacée. Exact. Tu révises à 1 jour, puis 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Ça ancre le bloc dans la mémoire à long terme. Et enfin, l'étape 5, l'immersion contextuelle. Entendre ces expressions dans des films ou des podcasts. Mais parce qu'il y a un grand mais, il reste l'obstacle de la peur. La peur de l'erreur ou de mal prononcer. Le document est catégorique là-dessus. Faire des erreurs est non seulement inévitable, mais carrément recommandé. Attends, recommandé? Oui, c'est comme ça qu'on apprend. L'appropriation demande de se lancer. C'est en faisant une petite erreur de contexte ou une hésitation qu'on crée un marqueur émotionnel dans le cerveau qui aide à mémoriser pour la prochaine fois. Il faut de la constance. C'est un sacré voyage qu'on vient de faire. Si on résume un peu, on est parti du langage hyper familier comme « c'est la galère ». On est monté d'un cran vers le débat avec tout bien considéré, On est passé par les émotions brutes avec avoir le cafard. pour finir par enfiler le costume cravate avec mettre en œuvre. C'est toute la richesse d'une langue en 60 blocs de mots. Et le guide affirme que ça permet de passer de la traduction mot à la pensée directe en français. Ce qui est l'objectif ultime de tout apprenant. Mais du coup, ça m'amène à une réflexion presque philosophique pour conclure.
Si le langage structure notre façon de penser, comme le disent de nombreux linguistes, et que notre cerveau arrête de traduire pour utiliser des images typiquement françaises. Avec les pommes et les chaussettes? Exactement. Avec des chaussettes plein la tête et des cœurs sur la main, maîtriser ces 60 expressions idiomatiques, ne serait-ce pas, au final, se forger une toute nouvelle personnalité? Une identité purement francophone? C'est une excellente question à se poser. En tout cas, c'est une idée fascinante à méditer lors de la prochaine conversation en français des passionnés d'apprentissage qui nous écoutent. Absolument. Merci d'avoir plongé dans ces méandres linguistiques avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir. C'était passionnant. Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice mental pour commencer. Imaginons la scène 2 secondes. On est au volant d'une voiture, à l'étranger. Le grand classique du road trip, quoi. Voilà, c'est ça. On connaît parfaitement le code de la route locale, ce qui représenterait en gros la maîtrise de la grammaire. D'accord. Je vois l'image. On a fait le plein de carburant, donc on a notre vocabulaire de base. Les fondations sont vraiment là. Mais le gros problème, c'est notre GPS. Ah, il a du mal à capter le signal. C'est bien pire que ça en fait. Notre système de navigation interne traduit absolument toutes les indications, mais de manière parfaitement littérale. Oula, oui, l'enfer. Ben oui. Soudain, au lieu de nous indiquer une direction claire pour sortir de l'autoroute, la voix synthétique nous dit très calmement de prendre le prochain lapin. Ou de se méfier d'un poil dans la main sur la voie de gauche. C'est le chaos cognitif total. C'est sûr que là, on est techniquement en train de rouler, le moteur tourne, on avance à 100 à l'heure, mais Mais on n'a absolument aucune idée d'où l'on va. La signalisation n'a juste plus aucun sens. Et le vrai danger de ce GPS défectué, ce n'est pas seulement de se perdre sur une petite route de campagne, tu vois. Le risque, c'est de finir par créer des malentendus profonds avec les locaux, ou de passer complètement à côté de la culture qu'on essaie d'explorer. On survit dans sa voiture, mais on ne voyage pas vraiment. Et c'est exactement ce sentiment de frustration super intense qu'on éprouve quand on atteint ce fameux plateau intermédiaire dans l'apprentissage du français. Le moment où on stagne au niveau B2. Le fameux plafond de verre. On a les bases, on peut commander un café en terrasse, Ou réserver un billet de train sur Internet, ouais. mais la véritable aisance, la fluidité, elle semble toujours inaccessible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objectif de notre exploration, c'est d'analyser un document fascinant qui s'intitule Mastering Fluency, 60 Essential French Idioms for Natural Speech. Un document vraiment conçu pour débloquer cette situation. Exactement. La mission de cette analyse, c'est de comprendre comment franchir ce cap redouté du niveau B2 et passer d'une simple traduction mot à mot à une vraie aisance où l'on pense directement en français. Bon, décortiquons ça. Comment on fait pour reprogrammer ce fameux GPS mental? Eh bien, pour le reprogrammer, il faut d'abord accepter un changement de perspective fondamental. Les expressions idiomatiques, c'est pas juste la cerise sur le gâteau de l'apprentissage. C'est pas juste un truc optionnel pour faire joli dans les dîners mondains, quoi. Pas du tout. Elles constituent vraiment l'architecture de la communication spontanée. En fait, sans cette maîtrise, on reste perpétuellement bloqué dans le rôle de l'étranger super poli, on comprend les informations factuelles d'une série télé ou d'une conversation. Mais on rate toutes les blagues, l'ironie, le sous-texte. C'est ça, on rate la chaleur humaine. Intégrer ces expressions, c'est vraiment la clé de voûte pour passer de la simple observation d'une culture à une participation active. Mais bon, avant de pouvoir débattre de grandes philosophies jusqu'au bout de la nuit, il y a quand même une étape incontournable. Il faut d'abord savoir naviguer dans les eaux de la routine quotidienne. La survie de base. Voilà. Et c'est là que notre source coquin déploie sa première série d'expressions qui agissent comme des raccourcis mentaux incroyablement visuels. On pense tout de suite à la sainte trinité de l'ennui urbain, le fameux métro-boulot-dodo. Ah ça, c'est un exemple redoutable d'efficacité linguistique. N'est-ce pas? En 3 petits mots, la langue française a réussi à encapsuler toute la critique de la société de consommation et le rythme frénétique de la vie en ville. Il y a une vraie musicalité, une rime qui mime la répétition des jours. C'est très vrai. Et la liste continue avec des images presque surréalistes pour des situations hyper banales. Quand on dit que quelqu'un a eu les yeux plus gros que le ventre, on visualise tout de suite la disproportion complètement comique face à la nourriture. Ou l'image vraiment absurde de quelqu'un qui tombe dans les pommes pour décrire un évanouissement. Bah oui, c'est fou, hein. Mais c'est précisément là que mon analogie du GPS qui nous envoie dans le décor prend tout son sens.
La traduction littérale, ça demande un effort cognitif juste monstrueux. Oh, totalement. Si le cerveau d'un apprenant essaie de visualiser un vrai lapin qu'on pose sur une table pour comprendre le concept de rater un rendez-vous, ou d'imaginer un vrai poil qui pousse au milieu d'une main pour concevoir la paresse, Eh bien, la conversation a déjà avancé de 3 phrases. c'est ça. Le décalage temporel tue complètement la communication. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont la langue française utilise presque systématiquement le corps humain pour exprimer des concepts abstraits. Ah oui, tiens, c'est vrai. L'abstraction, c'est dur à manipuler. Alors la langue l'ancre dans le biologique, dans la chair. L'immense générosité, ça devient avoir le cœur sur la main, comme si l'organe sortait de la poitrine pour s'offrir. C'est hyper poétique quand on y pense. Et à l'inverse, l'ennui profond se traduit par casser les pieds. Exactement. On prend une nuisance psychologique et on la transforme en douleur orthopédique. Ça montre bien que l'expression française a besoin d'être ressentie physiquement. Un francophone ne visualise plus du tout l'anatomie, il ressent juste l'intention. D'accord, je comprends tout à fait la poésie et la mécanique du truc. Mais je vais me faire l'avocat du diable un petit instant. Je t'écoute? Est-ce que c'est vraiment si grave d'utiliser un français basique et purement factuel? Concrètement, si on est face à un problème, pourquoi ne pas simplement dire c'est difficile, au lieu de s'aventurer sur le terrain glissant de c'est la galère? Pourquoi pas juste ça va plutôt que ça roule? C'est une bonne question. L'information est transmise de la même manière, la transaction est réussie. Pourquoi s'infliger cette charge mentale supplémentaire? Parce que transmettre une information factuelle, c'est le niveau A2 ou B1. C'est le langage des manuels d'instruction. Dire « c'est difficile », c'est juste dresser un constat clinique. D'accord. Mais la vraie communication humaine, ça repose sur bien plus qu'un simple échange de données. Quand on choisit de dire « c'est la galère », on ne fait pas que décrire un obstacle. On invoque une imagerie collective, celle des forçats qui rament sur un navire pour créer de la connivence. On signale à l'autre qu'on partage la même façon de dramatiser un peu les choses. Voilà, c'est une invitation immédiate à l'empathie. Se contenter du factuel, au fond, c'est refuser l'intimité sociale. L'intimité sociale, c'est la transition parfaite vers la dimension supérieure de l'apprentissage, ça, de la survie à la connexion. Exactement. Parce qu'une fois la routine quotidienne maîtrisée, comment on passe à l'étape suivante? Comment on partage ce qu'on ressent et ce qu'on pense vraiment? La source montre bien que les émotions et les opinions, elles ont leur propre vocabulaire codé. C'est un domaine où la précision chirurgicale rejoint la diplomatie, en fait. Pour structurer un argumentaire de niveau B2, on a besoin de formules très spécifiques. Ouais, on ne balance pas une opinion brute de décoffrage. Des formules comme « à mon avis » pour baliser son territoire ou « il va de soi que » pour poser une évidence. C'est ça. Mais là où c'est le plus impressionnant, c'est dans l'art de la contradiction. Ah oui, les moyens diplomatiques de ne pas être d'accord. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre d'esquive. Des expressions comme « sans vouloir te vexer », Qui précèdent généralement la chose la plus vexante du monde, on est d'accord. mais grave. Ou le fameux « c'est discutable » ? Magnifique, le c'est discutable. C'est une manière extrêmement polie de dire qu'on trouve l'idée de l'autre complètement absurde, mais sans jamais élever la voix. C'est l'escrime verbal à la française, quoi. On attaque, mais toujours avec le fleuret moucheté. Et alors, quand on bascule sur les émotions pures, le contraste est saisissant. Ah oui, la langue gère très bien les extrêmes. D'un côté, on a l'euphorie, le fait d'être aux anges ou sur un petit nuage. La lévitation totale, la gravité n'existe plus. Et à l'opposé, l'effondrement psychologique. Avoir le moral dans les chaussettes ou avoir le cafard. Sans oublier le stress physique de la fameuse boule au ventre. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que ces expressions rendent la langue vulnérable et humaine. Dire « je suis triste », bon, c'est un fait. Mais dire qu'on est touché aux larmes ou déçu comme un enfant, c'est ouvrir une fenêtre sur soi. La langue devient organique, tu vois. C'est très juste. Et si on relie ça à la vue d'ensemble, maîtriser ce vocabulaire émotionnel et argumentatif, c'est exactement ce qui permet de participer activement à des débats. Au lieu de rester l'observateur silencieux dans le coin de la pièce. Voilà, quand on est capable de glisser un « c'est discutable » au bon moment, on tire sa chaise, on prend sa place à la table des négociations sociales. Prendre sa place à la table, c'est une image forte. Mais attention, il y a un piège majeur. Lequel? L'empathie. Et les émotions familières ont des frontières très strictes. La source nous avertit bien qu'il y a des environnements où l'on doit changer radicalement de registre. Je parle du monde du travail, du monde formel,
Ah oui, là c'est le grand écart. Il faut abandonner le vocabulaire organique pour enfiler ce qu'on pourrait appeler le costume-cravate linguistique. C'est exactement ça. L'arsenal de l'email et de la réunion, fini le cafard, on passe à des constructions d'une courtoisie presque intimidante, comme «je vous saurai gré». C'est l'équivalent d'une poignée de main très ferme en costume 3 pièces. Totalement. Et on a aussi dans les meilleurs délais, pour l'illusion d'efficacité, l'immuable faire suite à, pour rattacher les wagons, ou la prudence juridique avec sous réserve de. Et bien sûr, l'inévitable mettre en œuvre. On est très très loin du petit nuage là. Mais pour garder notre métaphore du début, utiliser une expression familière comme j'ai la flemme dans un email à son patron au lieu de dire dans la mesure du possible. Oui, c'est un peu risqué. C'est comme se pointer à une réunion de direction en maillot de bain. On maîtrise peut-être l'idée, mais on viole avec fracas toutes les conventions sociales du lieu. L'adaptation au contexte est primordiale. C'est clair que le registre inadapté s'est ressenti comme une vraie agression. L'analyse de ce registre formel révèle qu'il repose beaucoup sur la prudence et l'anticipation. C'est-à-dire? Eh bien, des marqueurs comme en attendant, à titre indicatif ou dans un premier temps, ça ne sert pas juste à faire joli. Ça sert à quoi du coup? Ça sert à anticiper les conflits. C'est une danse très codifiée pour se protéger légalement et socialement. Dire « le budget est de 1 000 euros », c'est prendre un risque. Dire « le budget est de 1 000 euros à titre indicatif », c'est maîtriser la psychologie du bureau. Le niveau de complexité est quand même étourdissant, hein. Entre la survie quotidienne, les émotions vulnérables et la danse juridique du bureau, on fait face à une montagne cognitive. C'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Avoir une belle liste de 60 expressions, c'est fantastique sur le papier. Mais comment le cerveau peut-il réellement absorber tout ça sans imploser? C'est là que la source se transforme en véritable plan de bataille tactique. Oui, parce qu'avoir la liste des ingrédients ne fait pas de quelqu'un un chef cuisinier. Il faut une méthode. Et la méthode proposée compte 5 étapes bien précises. L'étape 1, c'est la sélection. Pas plus de 10 expressions par semaine. C'est crucial pour éviter l'indigeste cognitive. Faut fermer les vannes. L'étape 2, je la trouve d'une intelligence redoutable. La création. Il faut inventer 3 phrases par expression, mais très concrètement liées à sa propre vie. Ah, ça, en neurosciences, c'est le secret de l'ancrage. Le cerveau retient beaucoup mieux ce qui lui est utile sur le plan personnel ou émotionnel. Ce qui nous amène à l'étape 3, l'utilisation immédiate. Dans les 48 heures, il faut sauter dans le vide et l'utiliser dans une vraie conversation. Puis l'étape 4, la répétition espacée. On révise après 1 jour, 3 jours, 1 semaine et 1 mois. C'est pour combattre la fameuse courbe de l'oubli, ça. Exactement. Le cerveau s'apprête à effacer l'information et paf, on la récupère. Ça crée un réflexe neurologique. Et enfin, la 5e étape, l'immersion contextuelle. Le triomphe de reconnaître l'expression tout seul dans un podcast ou un article. La récompense ultime. Mais bon, il y a aussi des pièges fatals dans ce plan de bataille. On a parlé de l'erreur de traduire mot à mot, mais il y a le danger de négliger la prononciation ou le risque d'apprendre uniquement à l'écrit sans jamais ouvrir la bouche. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment on passe vraiment à la pratique? Eh bien, cela soulève une question importante. Est-ce qu'on apprend pour accumuler du vocabulaire inerte dans un carnet ou pour communiquer avec les vivants? J'aime bien cette image. La source souligne que la prononciation est aussi importante que la signification. Une belle expression, super bien choisie, mais mal prononcée, ça ne sert à rien. Le sens se perd complètement. Voilà, la langue, c'est une matière sonore. Il faut faire vibrer ses cordes vocales, habituer sa mâchoire. Si ça reste sur le papier, c'est stérile. Et si on doit vraiment faire une synthèse de toute cette réflexion aujourd'hui? L'acquisition de ces 60 expressions, ce n'est pas juste un exercice de mémorisation. C'est l'adoption d'une nouvelle identité linguistique. C'est ce qui définit le franchissement du plateau B2. C'est ça. On passe du statut de touriste à celui de résident. Et ça rappelle à quel point il est important d'être méthodique et constant. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour clôturer cette analyse, je voudrais m'attarder sur une des erreurs à éviter mentionnées dans le texte, qui est, je pense, la plus révélatrice. Oh, laquelle? Avoir peur de faire des erreurs. Ah oui, le perfectionnisme qui paralyse. C'est le paradoxe ultime de la maîtrise d'une langue. Le seul moyen de parler de manière fluide et naturelle un jour, c'est d'accepter de parler de manière imparfaite et maladroite aujourd'hui. C'est inévitable en fait. Si quelqu'un attend d'être sûr à 100% avant d'utiliser des expressions comme avoir un coup de mou ou « je vous saurai gré », eh ben, il ne parlera jamais.
La véritable fluidité exige d'être vulnérable. Exactement. Il faut accepter la gêne d'une erreur, éteindre le GPS défectueux dont tu parlais, baisser la vitre de la voiture et demander son chemin en trébuchant sur les mots. C'est quand on accepte de se perdre un peu que le vrai voyage commence. C'est une pensée hyper puissante à garder en tête au moment de prendre la parole. Merci beaucoup pour cette exploration passionnante des mécanismes de la fluidité et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les sources de l'apprentissage.